Bonjour Alexandre, bienvenue. Si, salut Carole. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble des leviers d'engagement en facilitation et plus spécifiquement des profils des joueurs. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Carrément. Du coup, moi, c'est Alexandre Duhart. Je suis cofondateur de Feedback, on est une agence de gamification. Et du coup, j'apporte de la gamification sur plein de sujets, notamment sur des temps, on va dire, en atelier. J'anime aussi des ateliers de co-design de façon générale. Et donc, je trouve ça intéressant de mixer un petit peu les deux approches. Ok, ça marche. Merci. Pour revenir sur notre sujet, donc, qui est donc les leviers d'engagement en facilitation et plus principalement les profils des joueurs, est-ce que tu peux un petit peu expliquer déjà ce que c'est que les profils des joueurs, pourquoi c'est essentiel d'avoir un peu cette connaissance quand on fait de la facilitation? Hmm. Alors, en fait, ce que plein de gens mettent un peu de côté quand ils connaissent pas bien les jeux, c'est qu'en fait, les jeux, il y a plein de façons de faire jouer les personnes, et du coup, il y a plein de façons pour les joueurs de s'exprimer dans les jeux. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeux où la collaboration est au centre, des jeux où il va y avoir des énigmes, des jeux où il va y avoir plutôt des histoires à construire ensemble, des fois il y a de la compétition, etc. Et donc, en fait, même si quelqu'un aime bien les jeux, ça ne veut pas dire qu'il aime tous les jeux. Et donc, c'est important de se poser la question de est-ce qu'il y a des profils de joueurs qui peuvent revenir régulièrement et qui peuvent aider du coup les concepteurs à créer des jeux intéressants. Et donc, dans les premiers travaux de ce type, donc il y a Richard Bartle qui a fait une enquête sur un type de jeu. En gros, c'est de l'exploration de donjons multijoueurs. Et il a questionné énormément de joueurs pour savoir ce qui les motivé en fait à revenir régulièrement sur ce type de jeu. Et il a identifié quatre profils. Il a identifié les tueurs, qui sont des personnes qui aiment plutôt la compétition, qui ont envie d'être plus forts que les autres. Les explorateurs, qui eux aiment se balader, explorer, découvrir des nouvelles choses. Ils sont vraiment là pour ça. Moi, c'est plutôt mon profil en général. Les accomplisseurs qui sont là pour finir le jeu à 100%. Donc c'est les personnes par exemple qui vont bien aimer Dark Souls comme jeu qui est assez connu, qui est très dur, mais du coup on a beaucoup de satisfaction quand on arrive au bout. Et enfin, il y a le profil social qui profite des jeux en fait pour passer un bon moment avec les autres, grosso modo. Et du coup, il a établi un questionnaire que vous pourrez retrouver en ressources du coup, pour justement se questionner un peu sur quel type de profil on a. Et c'est assez chouette à faire, mais c'est à prendre avec des pincettes quand on est en train de faire de la conception de jeux ou d'ateliers, parce que c'est dédié à un type de jeu, qui est probablement pas le vôtre, et c'est aussi un peu éloigné du monde professionnel. On va bien sûr avoir des comportements qui peuvent être proches, la compétition, l'exploration, l'autonomie, des choses comme ça, mais c'est un modèle qui date un peu et du coup qui a été revisité par des personnes dans la gamification pour essayer de l'adapter donc à notre monde professionnel. Donc voilà, il y a pas mal de modèles qui existent et du coup de mon côté, j'utilise plutôt les leviers d'engagement. Je suis un peu moins sur des profils types, mais plutôt des catégories qui peuvent être intéressantes à intégrer dans de la gamification, des ateliers, etc., au sens large. Moi, c'est plutôt Hmm. ça, mon approche. Ouais, c'est vrai que je te rejoins. C'est vrai que quand je vois, il y a dans beaucoup d'autres domaines, enfin notamment tout ce qui est développement personnel et tout ça, on a beaucoup souvent des histoires de profils, des tels profils et tout ça. Et souvent, je trouve que c'est un peu réducteur parce que effectivement, on va se mettre dans une catégorie, mais souvent on est souvent un mix de plusieurs profils. Et c'est vrai Mm. que le fait de se dire que c'est sous forme un peu de caractéristiques, je trouve ça plus juste en fait parce qu'on peut être un mélange de caractéristiques. C'est comme quand je forme à la facilitation, souvent je fais souvent une simulation sur animer donc un atelier où en fait il va y avoir des caractéristiques d'une personne qui peut être timide, d'une personne qui va être un peu bavarde, etc. Et en fait je dis bien, mais en fait c'est pas, faut pas mettre dans des cases comme ça, c'est pas une personne justement, c'est des caractéristiques et c'est des comportements. Et j'ai l'impression que ça fait un peu référence à ça, ce que tu dis, de fait que prendre plutôt ces leviers plutôt que des espèces de profils un peu fourre-tout ou qui sont. C'est exactement ça, parce que en fait, c'est facile de se projeter et se dire je suis ce profil-là, parce qu'on va cocher quelques caractéristiques. Mais en Mhm. fait, on va généralement pas tout cocher. Puis on va aussi avoir des caractéristiques qu'on peut retrouver sur les autres profils. Et du Ouais. coup, je trouve ça un petit peu réducteur. Et donc régulièrement, je parle
la taxonomie de Bartle parce que c'est quelque chose qui est un petit peu connu, qui date un peu, c'est appuyé par des travaux de recherche, etc. Mais j'explique bien que on est sur quelque chose qui est assez fluide dans le sens où sur un jeu où un instant dans une partie on va pouvoir peut-être avoir des comportements plus par exemple de tueur, Mhm. mais à un autre moment on va peut-être changer et de façon générale le quiz que vous pouvez faire, il va pas vous dire vous êtes telle catégorie, il va dire sur chacun des profils, vous êtes tel pourcentage. Et du coup, Mm. c'est déjà assez différent, c'est beaucoup plus nuancé, mais du coup, bah, quand on creuse pas, on peut se dire juste, bah voilà, je suis tel profil, et puis ça s'arrêter là. Et c'est Mm. vrai que je trouve ça dommage. Ah ouais, carrément. Ok, super. Euh, alors du coup, si on parle un petit peu t'as dit que donc ça c'est plutôt la théorie dans le monde pas forcément pro, même si tu as commencé un peu à parler finalement de ces leviers d'engagement qui sont aussi possibles dans le monde pro. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment est-ce qu'on peut transposer ce que tu as décrit là dans le monde professionnel, en quoi il peut y avoir des passerelles? Eh ben, c'est une bonne question. Donc, moi, quand je me suis lancé dans le monde de la gamification il y a très longtemps, j'avais besoin de montrer personnes avec qui je discutais, des partenaires, des clients, etc., qui avaient plein de façons de faire de la gamification. Et donc, assez vite, j'ai voulu créer un jeu de cartes qui permette de montrer un peu les différentes facettes. Sauf que il y a plein de choses à faire dans la gamification. C'est important de pouvoir classifier et justement après faire des choix sur quels éléments on avait envie de mettre en place. Et donc, j'ai créé en fait les gamificards et les leviers d'engagement pour répondre à ce besoin-là. Les leviers d'engagement donc, représentent plein de façons d'engager qui sont différentes. On peut retrouver par exemple l'immersion, le fait de raconter une histoire, d'avoir un peu d'éléments de musique, des personnages, voire du jeu de rôle, des choses comme ça. On peut avoir l'influence sociale, le côté plus un peu collaboratif, les guides, etc. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se retrouve, quand on conçoit, que ce soit un atelier ou un projet de gamification au sens large, on se retrouve sur un fil où, d'un côté, on va avoir des envies, des éléments qui nous paraissent importants. Par exemple, on va avoir peut-être un projet où le parti pris, c'est je vais pouvoir intéresser mon public grâce à de la narration. On va plutôt travailler tout ce qui est autour de l'immersion et on va essayer de faire quelque chose de cohérent autour de ça. Et de l'autre côté, on va se poser quand même la question de, bah, on a un public qu'on va toucher, par exemple en entreprise, ou peut-être un public plus jeune, un public retraité. Là, dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui faisait des ateliers en EHPAD. Bah, en fait, on peut se poser la question, notre public, c'est quoi ses attentes? Qu'est-ce qui va lui parler? Et en fait, c'est assez intéressant de regarder si on arrive à faire coïncider les deux pour que ce soit pertinent. Parce que dans certains cas, la narration, ça va parler à des gens, et comme je vous disais, du coup, bah, il y a des personnes qui vont peut-être être moins intéressées. Et donc, c'est assez important de se poser cette question-là, de est-ce que ça va fonctionner? Pour ce faire, bah, une des façons les plus simples, ça va être de commencer à imaginer l'expérience, l'atelier, le prototyper, et aller le tester du coup avec les personnes concernées. Ça permet de voir si ça colle ou pas, mais des fois c'est un peu chronophage, un peu coûteux de façon générale. Et du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller questionner en amont les personnes sur leurs attentes sur ce volet-là. Et du coup, bah, on peut le faire de plein de façons différentes, mais on a créé quelques outils avec à l'époque doctorant en gamification, mais qui maintenant est docteur, pour aller questionner en fait voilà leurs appétences en lien avec les leviers d'engagement. Et donc on a développé un questionnaire et on a développé un petit jeu de cartes qui permet voilà, de se questionner un peu sur les différentes motivations. Et une fois qu'on a établi ça, on va pouvoir bah, concevoir l'atelier de façon un peu plus sereine. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même tester hein, dans tous les cas, mais on est un peu plus serein, voilà, qu'on a fait ce petit travail préalable. Mm. Est-ce que tu as un exemple concret justement de projet dans lequel vous avez pu mettre ça en place avec cette méthodologie? Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment dans tous les projets de se questionner sur la gamification et bon, des fois ça prend plus ou moins de place. Mais par exemple, il y a quelque temps, j'ai travaillé sur un projet donc, de fresque, donc atelier ludique autour du textile. Et la spécificité un petit peu de cet atelier-là, c'est que c'est un atelier à destination de publics qui connaissent déjà bien le sujet, donc on n'est pas sur la fresque un peu grand public,
on est sur quelque chose voilà, un peu plus spécifique. Et en fait, on a vraiment travaillé main dans la main avec du coup, les personnes qui animent ensuite l'atelier pour identifier les bons leviers et on est parti sur certains leviers, notamment tout ce qui était autour du sens. En fait, on s'est dit, bien sûr, les personnes savent que le textile a un impact fort sur l'aspect environnemental, mais c'est pas forcément très clair de quels sont les moments où il y a vraiment un impact. C'est pas très clair non plus qu'est-ce que eux ils peuvent changer à leur échelle dans leur entreprise. Et donc, on a vraiment travaillé sur comment rendre plus concret tout ce qui est autour de l'impact environnemental. Et donc, ça nous a aiguillé sur les activités qu'on a voulu faire. On a fait des choses qui permettent du coup de plus facilement rendre tangible l'impact en CO2 émis, l'eau qui a été polluée, etc. On a essayé de faire en sorte que il y ait des sortes d'équivalences qui puissent se faire, qu'on puisse se questionner, qu'on puisse se tromper aussi pour se dire, bah en fait, j'ai des a priori, mais c'est peut-être pas les bons, j'ai pas les bons ordres de grandeur en tête. On a travaillé pas mal sur le côté aussi, forcément, c'est un atelier, donc généralement, on essaie de travailler l'aspect collaboratif, le fait que tout le monde puisse participer, que ce soit pas juste une personne qui ait un peu les infos en tête et qui prenne le lead, ce genre de choses. Donc là, on était sur des aspects qui étaient plus autour donc du sens, de l'influence sociale. Il y a certains projets où, au contraire, on va essayer beaucoup plus de se baser sur, par exemple, l'immersion, raconter des histoires, essayer de donner des rôles aux gens, peut-être apporter des accessoires, etc. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Et plus récemment, donc là, je travaille sur mon propre atelier, la fresque de la gamification. L'idée, donc, c'est de faire découvrir la gamification via un atelier ludique. Et justement, on se pose un peu la question des bons leviers à utiliser. On fait plein de tests pour voir un peu ce qui marche et ce qui marche moins bien. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir un peu de gamification qui aide à engager les personnes dans le processus de l'atelier et à être acteur et ensuite à retenir un certain nombre d'informations, tout ça. Mais le but, c'est pas de surcharger non plus et d'en mettre dans tous les sens. Donc, on est en train de tester voilà, différents leviers. On a déjà testé, par exemple, des éléments un peu plus en mode création d'un univers dans la fresque, avec de l'exploration, un peu de narration. C'était un test chez Mickaël, du coup Mickaël avait mis la musique d'Interstellar parce qu'on est dans une thématique un peu spatiale et tout ça. À côté de ça, on a testé des choses un peu plus en mode presque scolaire, entre guillemets, mais s'il y a des erreurs à tel endroit, tu as des malus pour l'épreuve d'après, et du coup, bah, faut quand même arriver à valider l'épreuve d'après, donc tu as un côté plus un peu punition, gain, machin. Enfin voilà, on teste plein de variantes différentes et c'est assez sympa à faire. Ok, super, trop bien. Et du coup, moi, je me posais une question là en discutant avec toi, c'est, j'ai l'impression que tu sais, quand on travaille notamment avec d'autres grilles comme ça de lecture des comportements, notamment par exemple le disque ou enfin des choses un peu de ce style-là, j'ai l'impression qu'en fait, souvent, ce qu'on retrouve, c'est que dans les publics qu'on peut avoir, il y a un peu tous les typologies de publics, enfin tous les profils, toutes les caractéristiques. Est-ce que c'est le cas aussi dans les projets dans lesquels tu travailles ou est-ce que tu penses, là, comme tu disais, tu parlais de la recherche de sens, notamment dans cette fresque, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des fois des publics où il y a vraiment un truc en particulier ou bien on retrouve quand même cette multiplicité de profils? Alors, la majorité des cas, effectivement, on va retrouver plein de profils différents. C'est, c'est souvent le cas, notamment bah, quand on travaille sur un public très large, type grand public, par exemple même des étudiants, ça peut être le cas avec des grandes entreprises aussi. Pour autant, je pense que c'est intéressant, la plupart du temps, de faire quand même des choix sur les leviers qu'on peut utiliser, parce que ça va permettre d'avoir une expérience qui soit un peu plus marquée, plutôt que Hmm, d'avoir juste un peu des leviers par-ci par-là. ouais, je vois. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus différenciant, donc un peu plus intéressant souvent. Et c'est aussi intéressant quand même de creuser un peu la question, parce que parfois, on va identifier des choses auxquelles on n'aurait pas pensé Hmm, et qui peuvent être un vrai plus. Je donne un exemple. On a travaillé sur une sorte de challenge pour des étudiants. Euh, L'idée, c'était de proposer des projets en lien avec la finance, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants plutôt finance, il y avait des étudiants plutôt tech, et ils devaient travailler ensemble sur des projets.
Et du coup, dans le cadre de notre recherche un petit peu donc à l'époque Julien le doctorant, euh, on s'est posé la question de si notre questionnaire apportait justement bah, voilà, des infos intéressantes. Donc on a diffusé le questionnaire. J'ai plus exactement le nombre de réponses qu'on a eu, mais je crois que c'était autour de 200, quelque chose comme ça. Parce que bah, du coup, on avait accès aux étudiants. Mhm. Et en fait, un des leviers qui était assez présent, à notre surprise, entre guillemets, parce que bon, on diffuse le questionnaire, on voit ce que ça donne, c'était le levier autour du sens, en fait. Et bah, en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup d'étudiants qui étaient en reconversion dans cette école. Et donc, c'était probablement, hypothèse de notre part, qu'on n'a pas pu complètement vérifier, hein, mais on s'est dit, c'est peut-être parce que justement, ils sont en reconversion que certains avaient perdu du sens peut-être dans leur activité précédente, ils se reconvertissent et donc ils cherchent à faire des projets qui ont du sens pour eux. Et du Mm. coup, le fait de leur demander de faire des projets peut-être à impact, par exemple, dans le cadre du challenge, bah, ça motive plus que des projets peut-être un peu plus corporate, classiques ou des choses comme ça. Et donc, Mm. dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant de creuser un peu cet aspect-là parce que ça peut nous permettre vraiment sur la conception ensuite bah, de prendre des décisions qui sont un peu plus intéressantes, je trouve. Mm. Ok. Ouais, c'est intéressant. Un peu comme quand on joue à un jeu, en fait, au final, on va vers ce jeu-là parce qu'il y a quelque chose qui nous appâte un peu dans Oui, le, effectivement, comme tu disais, c'est dans le ça. côté immersif ou dans tout un tas de C'est ça. côtés. Quitte, quitte à ce qu'on soit intéressé par un jeu Mm. et que d'autres personnes soient intéressées par un autre, mais au moins du coup on va quand même vers des jeux qui sont euh, intéressants, Mm. attirants, etc. Et celui qui est un peu neutre, bah, peut-être qu'il y a personne en fait qui a vraiment envie Mm. d'aller dans cette direction. Ouais, mais je trouve que ça a l'air quand même plus compliqué dans le cadre professionnel parce que du coup, autant quand c'est pour jouer, ben, on choisit de jouer à un jeu en général, c'est parce Ouais, qu'on en a envie, c'est pour s'amuser. Alors que dans le cadre professionnel, c'est compliqué parce que il faut arriver à embarquer quand même un maximum de gens parce que souvent on est là un peu parce que, complètement. enfin, parce que ça fait partie du truc. Et Et donc ça doit être beaucoup plus difficile, je pense. c'est effectivement un problème. Souvent, du coup, quand on a plusieurs publics, on va dire, qui vont se retrouver à vivre une même expérience, on peut faire le travail sur les leviers d'engagement avec chacun de ces publics. Mhm. Et généralement, effectivement, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'il y a certains leviers qui collent bien pour tout le monde? Et Ouais. surtout, est-ce qu'il n'y a pas des leviers où c'est vraiment un no-go? On se dit, il faut pas qu'il y ait ça. Par exemple, j'avais conçu avec une sociologue il y a très longtemps un atelier sur comprendre sa consommation d'électricité à la maison. Mhm. Et du coup, on avait suite à notre travail de conception, fait le parti pris d'avoir un atelier où il y ait un petit peu quand même de quiz, entre guillemets, des choses où en tout cas on se pose des questions, mais pas du tout de compétition. Mhm. Et en débrief, on posait la question, est-ce que c'était quelque chose qui vous manque ou pas la compétition? Donc il y avait deux, trois personnes qui disaient, ah bah effectivement, moi un peu de compétition, ça m'aurait intéressé. Et il y avait à peu près le même nombre de personnes qui disaient, moi il y aurait de la compétition, ça m'aurait juste bloqué, parce que je suis pas là pour ça, je suis là pour apprendre des choses, pour progresser, etc. Et donc, typiquement, s'il y a quelques personnes qui trouvent ça cool et d'autres qui disent, bon, je m'en fous, il y en a pas, c'est pas grave, bah, vous pouvez en mettre. Par contre, s'il y a des gens qui disent, non, moi, s'il y en a, je peux pas faire l'expérience de façon agréable, bah, faut Mhm. pas en mettre. Et du coup, c'est un peu ça qui va guider aussi la conception, effectivement. C'est plutôt les gens qui disent, non, moi, Mhm. ça, je peux pas, plutôt que ça, je suis fan. Mais bon, Mhm. quand on est sur un public très large, effectivement, c'est bien d'avoir quand même un certain nombre du public qui soit Mhm. intéressé, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça me fait penser à si je fais le parallèle avec, par exemple, quand j'anime des formations, j'ai beaucoup d'activités ludiques et en fait, j'essaie de les diversifier au max. Donc, par exemple, il y aura un temps qui va être sur de la compétition, un temps qui va être sur du lien social, un temps, voilà. Et j'essaie Mm. de mixer justement. Mais comme à chaque fois, c'est souvent des temps qui sont pas extrêmement longs, s'il y a une personne qui est moins à l'aise avec, par exemple, la compétition, bah, c'est juste, ça va durer un quart d'heure et puis après on va passer à autre chose. Mm. Mais au moins les gens qui aiment la compétition, pendant un quart d'heure, ils vont s'éclater et ça va les rebooster. Et en fait, l'autre personne qui aime moins, bah, peut-être qu'elle va retrouver son compte à d'autres moments. Et c'est pour ça que j'essaye au maximum de varier les différentes modalités pour que ça convienne au maximum de personnes, quoi. Ah, non, Mais complètement. Je pense effectivement c'est une bonne approche. Ouais. super. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils bah, pour des personnes, par exemple, qui aimeraient justement apprendre
qui aimeraient mieux prendre en compte en fait ces typologies de profils et dans leur contexte pro? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que une des premières façons de vraiment progresser sur cet aspect-là, c'est pas forcément de chercher à très bien comprendre les profils, les catégories, etc. Parce qu'en fait, c'est à la fois il y a du travail qui est fait par des scientifiques et c'est un travail qui est pas forcément facile à appréhender quand bah, c'est pas notre sujet. Et à la fois, il y a des outils qui sont juste là pour favoriser un peu le débat, etc. Et qui apportent des choses, mais qui n'ont pas besoin d'avoir une compréhension parfaite pour s'en servir. Donc moi, ce que je dirais plutôt, c'est en fait tout simplement d'aller parler avec les gens avec qui on va travailler. Enfin, donc dans le cas d'atelier, bah, les participants, peut-être les autres personnes qui vont nous donner un coup de main sur l'atelier, ce genre de choses, pour essayer de comprendre en fait quels sont les leviers du coup d'engagement qui les intéressent et les utiliser. Et du coup, on n'a pas forcément besoin d'utiliser le bon terme de levier d'engagement, on n'a pas forcément besoin de suivre une grille de lecture parfaite, etc. Simplement le fait de dire, ok, je fais pas l'atelier juste pour faire passer des messages, mais aussi pour que ça intéresse les personnes, et comme ça ils sont plus réceptifs aux messages que moi, soit je fais passer, soit simplement qu'ils échangent par eux-mêmes, hein, parce qu'il y a pas mal d'ateliers, c'est ça, hein, c'est des échanges entre les participants. En fait, je trouve que c'est déjà un premier pas, et c'est un premier pas sur lequel je vois beaucoup de personnes avoir un blocage, ouais, de je peux pas, ou je suis pas légitime, ou j'ai pas le temps, ou des choses comme ça. Et donc, en fait, tant que cette barrière-là, elle n'est pas passée, je trouve que c'est compliqué de vraiment réussir à adapter après les levées d'engagement. Alors, bien sûr, comme je le disais au tout début, on peut prendre des hypothèses et les tester, mais je trouve que c'est quand même plus pertinent si on a l'occasion de discuter directement avec Mmh, les gens qui vont vivre l'expérience, quoi. mmh. Et Et du coup, d'ailleurs, après, vas-y, pardon. vas-y, vas-y. Non, non, j'allais Bah, passer à la question. après, il y a des outils qui aident pour ça. Du coup, bah, par exemple, le jeu de cartes, les personnes à cartes qu'on a développées, ou des choses comme ça peut être un support, mais c'est pas crucial. L'important, c'est d'aller voir les gens, en fait. C'est ça Mmh, que je trouve ok. important. Super. Et d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres ressources à nous partager justement? Tu as parlé des personnes à carte, on mettra le lien donc en commentaire. Est-ce que tu as d'autres choses? Ouais. Du coup, il y a nous, on utilise particulièrement donc, les personnes à carte. On utilise aussi un questionnaire quand on a besoin de, on va dire, le diffuser un peu plus largement. Donc, les Mhm, gens peuvent répondre en ligne ou on peut l'imprimer. Et après, on fait en général plutôt tout ce qui va être des entretiens en fait avec les personnes. Et mhm, c'est ça qui va nous rapporter le plus d'infos. mm, Après, il y a forcément, je pourrais retrouver des liens, des ressources à lire. Typiquement, ça reste intéressant de voir un peu, bah, je disais la taxonomie de Bartle, même si on l'utilise pas à proprement mm, parler. Pour faire les projets, ça peut être intéressant de comprendre un peu comment ça a été fait, les catégories qu'il y a derrière, etc. Et de la même façon, du coup, retrouver des exemples similaires qui sont utilisés dans les jeux. Typiquement, si je ne dis pas de bêtises, c'est Quantic Foundry, quelque chose comme ça, qui a un système aussi de profil de joueur, mais qui est beaucoup plus large et qui est mhm. intéressant à regarder. Pareil, c'est plus adapté aux jeux, je pense, qu'aux Ouais. ateliers, mais Mm, ça peut être intéressant quand même de regarder un petit peu ce qui se passe si c'est un sujet qu'on aime mm, bien. Puis après, sinon, il faut peut-être aller plus sur des sujets finalement de psychologie, de ce genre de choses. mm. Ouais. Oui, sur tout ce qui est ouais, le levier d'engagement et tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a différents modèles qui existent. Donc, ouais, on peut trouver des choses là-dessus. Super. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette interview? Ben, je crois pas, juste insister sur le fait il faut y aller, il faut aller parler avec les participants de l'atelier, comprendre un peu leurs attentes, ce qui va les engager dans l'atelier, puis à partir de là, ça devrait bien se passer. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour ton partage. C'était très intéressant. Et puis, bah, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir.